à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission qui va traiter d'un sujet qui nous concerne tous. C'est comment profiter de ma vie professionnelle pour m'assurer que j'aurai des revenus significatifs une fois que j'aurai cessé de travailler. Alors, ce qu'on vous propose, c'est dans cette émission, c'est de traiter de ce sujet à travers trois leviers. Le premier levier, c'est bien évidemment ma situation familiale, parce qu'en fonction de ma situation familiale, eh bien, en fait, comment mes revenus ne seront pas du tout les mêmes au moment de ma prise de retraite. Deuxièmement, on va regarder effectivement ma situation professionnelle, parce que là, on le verra encore, il y a non seulement des gros écarts en fonction finalement de mon statut, si je suis salarié, si je suis chef d'entreprise ou chef d'exploitation, mais surtout, c'est qu'en fait, on a plein d'outils à disposition pour compléter sa retraite qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction de ma situation professionnelle. Et puis enfin, on va tenir compte de mon patrimoine et de ma situation fiscale. Parce que finalement, ce qui est important, c'est pas tellement combien je vais toucher, c'est finalement ce qui va me rester pour couvrir mes besoins. Donc la fiscalité est extrêmement importante dans ce sujet. Donc ce que je vous propose, c'est on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, Pauline. Alors oui, donc déjà ce qu'il faut rappeler en fait, c'est qu'en France aujourd'hui, on a un système de retraite par répartition qui existe, qui est un système de retraite en fait obligatoire, dans le sens où ce sont les actifs qui financent les retraites actuelles. Et en parallèle de ce système de retraite par répartition, il y a un système de retraite par capitalisation qui là pour le coup, donc il va être important de mettre en place. En fait, c'est un système de retraite donc facultatif qui va passer en fait en pratique par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs d'épargne qui peuvent être à la fois individuels ou collectifs. Alors pourquoi est-ce que on parle de retraite par capitalisation et pourquoi est-ce que en fait ça va être important de mettre en place un certain nombre de dispositifs? En fait, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la baisse de revenus, en fait, peut être assez importante entre la fin de votre carrière professionnelle et le moment où vous serez à la retraite. Donc aujourd'hui, bon, alors, ce sont des chiffres à aujourd'hui, mais on estime de près de l'ordre de 50% cette baisse de revenus, en sachant qu'en fait, elle va différer selon votre statut professionnel. Par exemple, si vous êtes salarié non cadre, cette baisse de revenus est de l'ordre de 30%, tandis que si vous êtes salarié ou si vous avez le statut de travailleur non salarié, la baisse de revenus peut être de l'ordre de 50%. Donc votre revenu sera moitié moindre au moment où vous serez à la retraite. Et pour ce qui est des exploitants agricoles, là pour le coup, ce sont ceux qui sont les moins bien lotis, puisqu'en fait, ils auront une retraite de base très faible et on estime à quasiment 70% leur baisse de revenus. Oui, alors sachant que aujourd'hui, hein, c'est les chiffres à aujourd'hui, hein, on peut se douter que ça va pas aller en s'améliorant. C'est pour ça que c'est impératif de s'intéresser à l'épargne retraite, à la manière dont je vais pouvoir me la constituer, hein. Oui, c'est vrai. Puis c'est d'autant plus vrai pour les femmes parce qu'on s'aperçoit que elles ont des carrières qui sont toujours plus décousues que celles des hommes et qu'il y a encore des femmes qui sont en situation de précarité quand elles arrivent au moment de la retraite. Et donc, il faut vraiment inciter tout le monde à se préparer et à constituer une épargne personnelle complémentaire. Ouais, alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé, hein, par tout le monde. Maintenant, on va aller regarder comment, hein, de quel levier comment je bénéficie. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Donc, Pauline, on peut peut-être parler effectivement de la situation familiale et de l'impact de la situation familiale sur mes revenus futurs, en fait. Oui, effectivement, puisque donc, comme le disait Sophie, la retraite n'est pas qu'une question individuelle, mais c'est aussi une affaire de famille. Et effectivement, en fait, votre situation familiale et notamment en fait votre vie conjugale peut avoir des incidences Mhm. sur votre retraite dans le futur. Et en pratique, en fait, donc selon que vous êtes célibataire, que vous êtes en union libre, pacsé ou bien marié, eh bien vos droits, vos obligations et vos protections ne seront pas les mêmes. Alors, pour vous Et donner... ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les protections que vous allez offrir à votre conjoint ne sont pas les mêmes. Et les obligations que vous aurez envers votre conjoint ne seront pas les mêmes. Donc voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'effectivement, en fonction de votre statut, il y a vraiment cette notion de droit et d'obligation qu'il faut que j'arrive à bien identifier, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est le mariage qui est le plus protecteur, puisque c'est uniquement dans le cadre du mariage que le conjoint va pouvoir bénéficier, en fait, en cas de décès de son époux, d'une pension de réversion.
ce qui ne serait pas le cas si jamais vous êtes en concubinage ou si jamais vous êtes pacsé. Alors, on le voit bien, hein, c'est effectivement le mariage, ça a un impact sur la retraite de base, hein, la retraite légale. Par contre, ça, on le sait. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'en fait, à l'impact de votre régime matrimonial, il y a un impact de votre régime matrimonial très important sur vos revenus à la retraite, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup mieux protégé sous un régime de communauté que si on est marié sous un régime de séparation de biens. Donc nous, pour l'exemple, on a pris le régime de la communauté réduite aux acquis, qui est le régime par défaut, celui qui s'applique sans contrat de mariage. Et je pense qu'il est important que tout le monde comprenne la philosophie de ce régime, qui est vraiment le partage à part égale de l'enrichissement du couple. Donc on va avoir 3 masses de biens dans ce régime. Donc il y a la masse des biens de la communauté. Donc c'est vraiment tous les biens, meubles, immeubles acquis par l'un ou l'autre des époux pendant le mariage. Et après, on va avoir la masse des biens propres de chaque époux. Donc ça va être les biens qui avaient été acquis avant le mariage, le produit de la vente de ces biens, le remploi de ces biens, et les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire ceux qu'on peut avoir par donation ou par succession. Il ne faut pas les oublier. Et bien entendu, il y a aussi des biens propres par nature. Ce qui est peut-être très important de retenir, hein, dans la philosophie du régime, alors tu l'as dit, hein, Sophie, la plupart des gens sont mariés sans contrat de mariage, donc c'est bien ce régime qui va s'appliquer. C'est qu'en fait, c'est un régime extrêmement protecteur et que je vais aller chercher notamment quand dans une situation, je peux avoir un conjoint qui a moins de revenus, moins de patrimoine. Pourquoi? Parce que dans un régime de communauté, finalement, tous les revenus qui vont être générés pendant la communauté vont profiter aux deux, même les revenus des propres. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête. La deuxième chose, c'est que la communauté, elle peut se dissoudre par divorce ou par décès. Et dans les deux cas, on va liquider le régime matrimonial. Et dans les deux cas, on va aller regarder, en fait, finalement, comment ces différents investissements ont été alimentés. Oui, c'est ce qu'on peut prendre comme, par exemple, l'exemple du plan épargne retraite, qui est un bien propre, mais que s'il a été alimenté avec des fonds communs, à la fin, quand il y a la dissolution du régime, tout le monde reprend, l'enrichissement va être partagé. Oui, alors c'est un très bon exemple, hein, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment distinguer le titre et la finance, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, notamment quand on a la chance d'avoir une entreprise qui met en place un dispositif d'épargne retraite collectif, par exemple, on va avoir effectivement des dispositifs d'épargne retraite à son nom. Donc on a l'impression que c'est à nous. Oui, sauf que si ça a été alimenté pendant le mariage, c'est-à-dire pendant la communauté, c'est bien avec des revenus de la communauté. Donc quand je vais faire les comptes, je vais en tenir compte quand je vais finalement répartir les biens entre les deux époux. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement important de l'avoir en tête. C'est pas parce que le placement est à votre nom qu'il vous appartient à vous et que vous ne devrez pas une récompense, puisque finalement, vous vous êtes enrichi grâce à quoi? Finalement, à des revenus de communauté. Tout à fait. Et puis ça nous fait une transition parfaite pour le statut professionnel, Oui. parce que on va s'intéresser du coup aux salariés, aux chefs d'entreprise et à l'exploitant agricole. Et donc on a vu tout à l'heure que le salarié, effectivement, c'est celui qui a la meilleure retraite de base, parce qu'il cotise plus, mais aussi parce qu'il a accès, il peut avoir aussi accès à de plus en plus de dispositifs collectifs si son entreprise le met en place. Donc on parle de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale, du PER d'entreprise. Et donc, ça permet de se constituer de l'épargne complémentaire. Mais le salarié, contrairement au chef d'entreprise, lui, il va pas piloter, quoi. Oui, il ne pilote pas. Parce qu'en fait, c'est bien évidemment sous réserve que l'entreprise ait les moyens de mettre en place ce type de plan et que le chef d'entreprise ait eu envie de partager le gâteau avec ses salariés. Parce qu'on est quand même dans un tissu industriel en France où il y a beaucoup de petites entreprises. Donc les entreprises n'ont pas toujours les moyens de les mettre en place. Et puis le chef d'entreprise, il n'a pas forcément envie de partager toujours le gâteau avec ses salariés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de l'avoir en tête. Donc le deuxième élément, effectivement, tu l'as dit, le chef d'entreprise, lui, pilote sa rémunération. Déjà, il va avoir un choix de structure. Est-ce qu'il est en SARL? Est-ce qu'il est en SAS? Deuxième choix, est-ce qu'il perçoit plutôt des dividendes, plutôt une rémunération? Donc ça, déjà, ça va avoir un impact sur ses droits à la retraite, mais aussi sur sa fiscalité. Troisième étage de la fusée, en fait, il peut décider ou pas de partager le gâteau avec ses salariés et de mettre en place une épargne salariale où là, il aura des avantages fiscaux et sociaux à condition, effectivement, de partager un peu le résultat. Et
comme mon dernier étage, c'est bien évidemment l'immobilier professionnel. Et l'immobilier professionnel, où quand l'entreprise, elle fonctionne bien, très rapidement, le chef d'entreprise, il va vouloir acquérir ses locaux. Il peut très bien se dire, moi, je vais vendre mon entreprise à terme, mais mes locaux, je vais les conserver pour avoir un complément de revenu au moment de ma cessation d'activité. Alors, on va avoir les mêmes questions sur le chef d'exploitation, mais là, c'est encore un peu différent, Pauline, hein. Oui, c'est vrai que c'est encore un peu différent. Alors, on l'a déjà dit, en fait, donc l'exploitant agricole, finalement, c'est celui qui va être le moins bien loti, puisqu'il aura une retraite de base relativement très faible. Et aujourd'hui, en fait, il y a près de la moitié des agriculteurs qui exercent à titre individuel. Et on s'aperçoit en fait que les agriculteurs, ils ont plutôt en général en fait un patrimoine immobilier où ils ont principalement investi dans la pierre et ils ont donc tendance en fait à plus compter sur le foncier pour se générer des compléments de revenus en vue de leur retraite. Alors la bonne nouvelle en fait, c'est que les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs qui ont pour vocation en fait donc d'inciter justement les agriculteurs à se constituer une épargne financière, avec notamment le plan d'épargne retraite, qui permet en fait aux exploitants agricoles de pouvoir bénéficier à la fois d'avantages fiscaux et sociaux, puisque si jamais vous êtes exploitant agricole et que vous souscrivez un plan d'épargne retraite individuel, à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier à la fois d'une déduction fiscale en fait au titre de votre impôt sur le revenu, mais aussi d'une déduction fiscale. Et c'est cette déduction fiscale en fait qui va vous permettre en fait de baisser le montant de vos cotisations MSA. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment particulier au chef d'exploitation agricole, hein. Le chef d'exploitation agricole, il a effectivement, s'il accepte de faire du financier finalement et de mettre de côté l'argent, en fait, il va avoir un certain nombre d'avantages fiscaux qu'on retrouve chez le chef d'entreprise, Oui, mais en plus, lui, il va avoir des avantages sociaux et ce qui est considérable. Et c'est pour ça que, comme on voit de plus en plus dans les clients qu'on peut rencontrer, finalement, des plans d'épargne retraite très importants sur des chefs d'exploitation agricole. tout à fait. Et donc, une fois qu'on a pris en compte la famille et la carrière, on doit répondre à la question: qu'est-ce que je peux mettre en place avec mes actifs pour générer ces revenus futurs? Donc, les leviers d'action, c'est vraiment des choses dont on a déjà parlé. Donc, le plan épargne retraite, individuel ou collectif. Il y a l'assurance vie, le contrat de capitalisation, l'immobilier à travers l'entreprise ou alors dans le patrimoine privé, et l'épargne financière, le plan épargne par action, les comptes titres, etc. Donc, en fait, on a tout un panel de solutions. Alors, c'est vrai, ça fait un peu liste à la Oui, Prévert, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a tout un panel de solutions. Et en fait, finalement, que je vais aller chercher vraiment en fonction de ma situation personnelle et de ma situation familiale, comme on l'a vu précédemment. Donc il va falloir vraiment faire cet effort de bilan patrimonial pour voir effectivement en fonction de ma structure d'imposition et aussi de me projeter sur mon imposition au moment de mon départ à la retraite pour savoir finalement est-ce que c'est plus intéressant de renforcer mon PER, d'aller chercher de l'assurance vie, de continuer à investir dans l'immobilier ou aller chercher effectivement des comptes titres et ou d'autres placements financiers. Autre élément aussi à prendre en compte, c'est une question qui commence à être au cœur des débats aujourd'hui, c'est la question de l'héritage. Ce qui est certain, c'est que en général, au moment où j'arrête mon activité, c'est des moments où j'hérite. Donc, finalement, ça peut avoir un impact aussi sur ma situation financière à ce moment-là et familiale. Voilà, si on devait retenir 3 choses, Pauline et Sophie? donc peut-être qu'on pourrait retenir déjà on sait tous que les revenus vont baisser en fin d'activité professionnelle, mais qu'il existe des leviers d'action. Pauline? Et donc, encore une fois, donc, je pense que vous l'aurez bien compris, mais il est très important donc, de faire une analyse globale de votre situation. Et donc, on vous invite donc, à vous rapprocher éventuellement d'un conseiller pour pouvoir faire cette analyse globale et ensuite mettre en place éventuellement des solutions qui pourraient répondre à vos différents objectifs patrimoniaux. Et la troisième chose, c'est bien évidemment la situation de la famille. C'est important que ce soit la personne avec qui vous vivez, si vous voulez la protéger ou si vous voulez qu'elle vous protège, de bien analyser les droits et les devoirs de chacun. Copama.
Faut pas